messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement au cœur de la maternité de l'hôpital général de Port-Bouët. En Côte d'Ivoire, les hôpitaux sont classés selon 3 niveaux. Ce soir, vous allez donc découvrir comment une maternité d'un établissement hospitalier de niveau 2, qui possède normalement un service spécialisé de pédiatrie pour les nouveau-nés et pour la prise en charge des grossesses à risque modéré, se bat au quotidien, chaque jour, pour remplir sa mission. Alors, entre joie, surprise, inquiétude, l'immersion que nous avons souhaité vous proposer ce soir va vous plonger dans le quotidien du personnel soignant, les inquiétudes et les joies des futures mamans, et bien sûr, les craintes des gynécologues qui souhaitent sensibiliser ces femmes au planning familial pour qu'elles évitent les grossesses multiples, raccrochées et qui sont à risque. En 2019, mesdames, messieurs, le district sanitaire de Vrily-Port-Bouët a enregistré à lui seul 298 cas de mortalité maternelle et 36 cas de mortalité infantile. Des chiffres qui sont effrayants et qui peinent malheureusement à décroître. Alors, quel rôle jouent réellement les gynécologues, les sages-femmes et les pédiatres et les infirmiers au sein de cette maternité de l'hôpital général de Port-Bouët? De quels moyens disposent-ils réellement pour remplir à bien leur mission et une prise en charge adéquate de la mère et de l'enfant? Cet effectif soignant est-il en nombre suffisant? Mesdames, Messieurs, je vous invite à travers ce document exceptionnel réalisé par les équipes de Soprod à comprendre ou à mieux comprendre comment fonctionne une maternité. En Côte d'Ivoire, une femme met au monde en moyenne plus de 5 enfants au cours de sa vie. À la maison ou en milieu hospitalier, l'accouchement est un moment sensible, délicat, souvent heureux, mais parfois dangereux. Alors, entre moments de joie et de crainte, nous allons vous faire découvrir le quotidien d'une maternité, celle de Port-Bouët à Abidjan. 7 heures du matin, Françoise est sage-femme depuis 3 ans dans cet hôpital. Un jour sur 3, elle travaille 24 heures durant. Madame, bonjour. Je suis Madame Koulibaly, sage-femme. Comment vous appelez? Tano Andrea, d'accord. Vous êtes là depuis ce matin? D'accord. Et qui est votre médecin? Vous me débattez d'ici. Vous avez été référé. De quel hôpital? Le Phara. D'accord. Vous avez le motif de votre indication. Vous savez pourquoi vous opérez? Il y a le circulaire du cordon. Et je ne connais pas les termes techniques. Au niveau de, je ne sais pas si c'est la tête ou ça devait être 90 ou 10. Bah, le bip est assez élevé. D'accord. Donc on vous programme pour la césarienne. D'accord. Chaque matin, Françoise démarre sa journée par la visite des patientes. Dans cette maternité, environ 25 accouchements ont lieu chaque jour. Alors dans la salle de post-accouchement, les places sont rares, matelas à même le sol, les nouvelles mamans sont souvent 2 par lit. Des conditions hospitalières alarmantes auxquelles le personnel de cet hôpital s'est malheureusement habitué. C'est la capacité d'accueil qui est limitée, vu que Port-Bouët est beaucoup sollicité, avec la fermeture de la gynéco de Treichville et de Yopougon aussi. Ouais. Est-ce que c'est pas un risque pour les mamans de à 2 constituer? Si, il y a un risque. Aujourd'hui, on voit avec le VIH-Sida, c'est des femmes qui ont accouché qui saignent. Donc, ça ne me fait pas plaisir de voir les dames de 2 quand l'autre a un peu de sang et que l'autre aussi, elle se frotte à 2 dans un lit avec le sang. C'est pas hygiénique en fait. Aujourd'hui, cette maternité compte 10 gynécologues obstétriciens, 53 sages-femmes, 45 aides-soignantes et 44 filles de salle. La sage-femme a pour mission d'accompagner les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, de l'établissement du diagnostic jusqu'au jour de l'accouchement. En cas de césarienne, c'est elle également qui assure les premiers soins du bébé.
Voilà, ça, c'est quoi ce papier? Maman, c'est le sang stérile comme ça. À peine sorti du ventre de sa mère, le bébé est immédiatement transféré dans une salle de soins. Contrôle des constantes, rythme cardiaque, réflexes. Objectif, s'assurer de la bonne santé du nouveau-né. Quand tu voulais passer comme ça, qu'est-ce qu'il est censé faire normalement? Je vois ses réflexes. Je vois les réflexes du bébé. Là, me fait une marche. Vous voyez les mains. En W, la main toujours élevée vers le haut et les pieds. Je regarde, c'est un bébé qui est sain, il n'a pas de problème. Voilà. Je réchauffe un peu les pieds. Voilà. Après les premiers soins, le bébé va être présenté à la maman dans le bloc opératoire. Un moment émouvant pour la maman et le personnel. Ça va? Une jeune mère souriante et un bébé en forme. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. À tout à l'heure. Cette maternité est de type 2, c'est-à-dire qu'elle prend en charge toutes les grossesses, même les plus compliquées, ainsi que les nouveau-nés fragiles et prématurés. Avant d'arriver à la salle d'accouchement, la consultation prénatale est le passage obligatoire pour toutes les femmes enceintes. Philomène est sage-femme depuis 1989. Elle travaille dans cette maternité depuis 27 ans. Chaque jour, elle reçoit les futures mamans, les auscultes et leur prodigue des conseils. Zigani, Madame Zigani Fatmata. Zigani Fatmata. Venez. Madame, tu as contrôlé, tu allais faire l'examen, le sucre là. Ça va? Tu étais là hier, non? Hier, tu étais là. Oui. Parce qu'au fait, il y a d'autres. Hier, la plupart des femmes n'ont pas fait l'examen du diabète là. Donc, on les a dit de partir. Matin, bonheur, elles sont allées faire. Il y a d'autres qui ont été enregistrées. Celles-là n'ont pas été enregistrées. Quand une femme est enceinte, il est important qu'elle soit suivie médicalement. Elle devrait au minimum se rendre à 4 consultations prénatales. Cela permet de sécuriser sa grossesse et de prévenir les potentielles difficultés. Ces consultations sont dispensées gratuitement à la maternité de Port-Bouët. Regarde ses yeux, elle est colorée. Qu'est-ce que ça vous dit, les yeux? Les yeux, elle est colorée, ça veut dire qu'elle a du sang. Puisqu'elle partage, pendant la grossesse, elle partage le sang avec son fœtus. Donc, chaque fois, il faut regarder si elle a du sang, si elle n'est pas anémiée. Si elle est anémiée, il faut renforcer le médicament de sang. Mais à chaque fois qu'elle vient en consultation, on lui donne le médicament de sang pour prévenir l'anémie. C'est votre première consultation ici? Non, il y a longtemps. Ça va il y a 8 mois ici, dans 8 mois. Comment vous vous sentez là aujourd'hui? En tout cas, ça va. Depuis, il vient là, il n'y a pas de problème. On s'occupe bien de vous ici? Bien même. Fatoumata est enceinte de 8 mois. Elle se fait suivre par Philomène depuis le début de sa grossesse. Durant la consultation, la sage-femme s'assure du bon développement et du bon positionnement du bébé. Et après quelques questions, Philomène peut annoncer la date d'accouchement. Ici, on m'a dit le 25 mars. Le 25 mois, accouchement là. Mais souvent, ça n'arrive pas. Oui. Le 25 mars, là, tu auras 40 semaines. Mais tu n'es pas obligé d'accoucher en 40 semaines. Tu peux accoucher avant. Avant le 25 mars. Oui, tu peux accoucher avant. On accouche des fois même à 37 semaines, 38 semaines, 39 semaines. Mais tu n'es pas obligé d'accoucher à 40 semaines. D'autres aussi accouchent au-delà de 40 semaines. Là, c'est un dépassement. Et puis là, au moins, on envoie chez les médecins. Vous êtes déjà à 8 mois, le prochain rendez-vous, c'est tellement
vous aurez peut-être déjà accouché ou bien ça se rapproche, vous êtes pressé. Oui, je suis pressée. Pour avoir mon bébé. Fatoumata est sereine, c'est son 3e enfant. Marcel, 39 ans, est enceinte de 5 mois. C'est sa 7e grossesse. Depuis quelques jours, elle est inquiète. Elle ne sent plus son bébé bouger. Je ne sens pas trop. Souvent, je vois que ça bouge, mais c'est pas comme les autres, quoi. Vous sentez une différence. Donc vous voulez vous rassurer. Marcel est reçu par une gynécologue obstétricienne, le docteur Kinifo. Comment ça va aujourd'hui? Tu es asthmatique. Tu prends un médicament pour ça? C'est Ventoline. Ventoline. Docteur, est-ce que parce que l'asthmatique, lors de l'accouchement, il faut prendre des dispositions particulières? Si elle fait une crise, on va la prendre en charge, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que la sage-femme peut-être ne saura pas tout de suite faire ce qu'il faut. Elles vont venir. Si jamais elle arrive chez elle en crise, elles vont l'emmener chez le médecin. Généralement, vous êtes suivi par la gynécologue. Vous la connaissez bien? Bon, c'est ma première fois de venir chez elle. Pourquoi vous avez choisi de venir chez la gynécologue? Bon, c'est une de mes camarades qui m'a dit qu'elle a suivi, elle est bien, qu'elle traite bien les femmes enceintes. Ça va, tu n'as pas mal. Ton bébé bouge? Bon, pas trop. Pas trop. Et à 5 mois, le bébé doit bouger énormément ou il est en début? Non, elle doit sentir. Elle doit pouvoir déjà sentir. Mais là, elle n'a pas de date de dernière règle, elle ne connaît pas. Mais sur l'échographie qu'elle a eu à faire, elle a fait une échographie le 4 janvier. Cette échographie disait qu'elle avait 16 semaines plus 4 jours. Donc aujourd'hui, 11 février, elle a 22 semaines. Donc comme elle vous a dit, elle a 5 mois, c'est ça, 22 semaines. Vous allez faire l'échographie, vous me ramenez ça jeudi. Pour que je sache si ça va ou pas. Marcel n'est suivi par aucun médecin en particulier. C'est d'ailleurs sa première visite à Port-Bouët. Au niveau des sages-femmes ou des médecins, il y a vraiment l'attention, tout ce que... Bon, souvent, il y a des bons. Toutes choses, il y a bon, il y a mauvais. Souvent, quand ils sont de bonne humeur, ils te prennent bien. Sinon, la dame, Docteur Kinifo, elle est très gentille, elle est accueillante. En tout cas, moi, elle n'a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Pour faire son échographie, Marcel va devoir régler 7000 francs CFA. Et à peine 10 minutes plus tard, elle est conduite en salle d'examen. Voilà la tête, ça c'est ses mains, ça c'est son cœur qui bat là. Hein, voilà, et son ventre, ça c'est les 2 pieds. Et là, c'est son sexe, c'est un petit garçon. Et il va bien, tu rentres dans le 5e mois et ça va. Maman, vous êtes rassurée? Chaque échographie a son objectif. L'échographie du 1er trimestre, c'est le diagnostic de grossesse, c'est de s'assurer que la dame elle est enceinte. L'échographie du 2e trimestre, c'est de s'assurer que le bébé se développe bien et que tous les organes sont en place et qu'il vit et qu'il n'y a pas de pathologie qui pourrait entraver l'évolution du bébé. L'échographie du 3e trimestre, c'est de voir comment est-ce que la dame va accoucher. Là, on est au 2e trimestre, on a passé en revue tous ces organes sont en place et le bébé il vit bien. Donc, on va dire à la dame que votre bébé ça va, il vit bien, il se développe bien. Et comme je disais tout à l'heure, on leur dit le sexe, parce que c'est ça là qu'on voit le sexe, on leur dit le sexe, dans ce cas c'est un garçon. Et donc on leur dit le sexe, et voilà, on leur dit ça se développe bien, tout et tout, il n'y a pas d'anomalie associée. Et puis bon voilà, et on fait le résultat et on va voir son gynéco. Tout va bien pour Marcel, plus de peur que de mal pour cette maman. À la maternité de Port-Bouët, le nombre de naissances est passé du simple au triple en 3 ans à peine. En cause, la délocalisation de la maternité du CHU de Trècheville en 2017. Depuis, toutes les patientes de cet établissement sont conduites à la maternité de l'hôpital général Port-Bouët, de quoi surcharger les équipes médicales. Gérard Ocon est gynécologue obstétricien. Bonjour maman, ça va? Ok, pas de souci. Ok, non, faites le point. Mais vous êtes venu pourquoi maman? Depuis hier. C'est pourquoi? L'eau a commencé à couler à 20h.
Ok. Vous êtes venu d'où? Vous êtes passé dans un centre avant de venir ici? Vous êtes venu directement ici? C'est votre quel est accouchement? 8e accouchement. Okay. Où vous étiez là-bas, là? On vous a parlé de planning familial. Elle t'a déjà parlé de ça, non? Ok, c'est important. Parce que quand on a 8 enfants comme ça, souvent il faut se reposer un peu, quoi. Pour vous mettre votre bonne santé, pour la bonne santé du bébé aussi. Ok. Sinon, à part ça, ventre là, ça fait pas mal. Ok. Mais bébé bouge bien, non? Il bouge bien. Ok, pas de souci. Elles vont venir te voir tout à l'heure, hein? Docteur, le nombre grandissant d'enfants représente-t-il un danger pour la mère? Le nombre d'enfants? Oui, parce qu'il faut reconnaître que l'accouchement est un danger. Hein. Toute femme qui vient d'accoucher peut avoir un danger, peut souffrir d'une hémorragie, même peut perdre la vie. On en connaît tous des parents qui sont décédés après un accouchement. Donc le nombre d'enfants est un risque pour la mère. Donc c'est la cause d'avoir 8 enfants déjà. Le risque d'hémorragie chez ce genre de femmes est plus important que les femmes qui ont un enfant, 2 enfants. Donc l'espacement des naissances est très important dans la réduction de la mortalité. Gérard est conduit à une patiente qui présente une urgence. Sa tension est à combien? Parce qu'elle a des œdèmes, les pieds sont enflés, tout. Ça c'est caractéristique de l'hypertension artérielle sur la grossesse. Sophie porte des jumeaux. L'hypertension artérielle est la 2e cause de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Elle doit donc être conduite immédiatement au bloc pour une césarienne. Gérard, de son côté, part à la rencontre de l'anesthésiste. Bonjour, chef Kouna. Oui, on a une prééclampsie sévère. Oui, la patiente de Dr Amani, il a des chiffres tensionnels à 18, 12 de tension, une grossesse gémellaire. Donc on a prévu déjà du misofem pour le risque hémorragique. Si elle en salle, ça c'est notre grosse urgence. D'accord. À part elle, il y a... Maintenant, Oui, on voulait la prendre maintenant. Donc, oui, ok. Merci bien, chef. Okay. Est-ce qu'avant chaque intervention, vous avez une séance de travail avec l'anesthésiste? Oui, si on a des séances, toutes les patients qui doivent être opérés, le médecin anesthésiste va les consulter, voir l'état de la patiente, voir est-ce qu'elle prend des allergies à certains produits anesthésiques qu'il ne va pas utiliser au cours de l'intervention. Et puis en fonction de ça, il indique. Une anesthésie, c'est dangereux. Un mauvais dosage, une allergie et la patiente ou le bébé pourraient perdre la vie. Il est essentiel pour l'anesthésiste de s'entretenir avec la patiente. D'accord. Donc, tu n'as jamais été opéré, hein? Si, il y a eu une qu'on appelle une Une fois? Une d'accord. Fais-moi le dos. On voit déjà ton rachis. D'accord, c'est bon. Donc, ce qu'on va se passer, hein, on va pour une anesthésie générale, une rachis. On ne dort pas. Hein? C'est-à-dire, on te fait une crue dans le dos et tu vas sentir tout le bas qui sera endormi et puis tu sentir rien du tout. Il y a un temps court pour changer, mais ce temps court-là est important pour nous, pour mettre la patiente à l'aise. Voilà. Et c'est à ce moment-là que la patiente vous fait confiance. C'est des échanges de confiance. Et là, comment vous la sentez? Oh, je pense qu'elle est plus ou moins déstressée. Voilà, le sourire vous en dit long. Dans le siège, quand elle venait, elle était quand même tendue quand même un peu. Après avoir échangé avec le médecin, vous vous sentez mieux? Oui, il me sent mieux maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, qui vous a rassuré? Il m'a dit que c'est... On va enlever mon enfant, on ne va pas me stresser. Ben, il faut la préparer pour la salle de gynéco. Sophie est accompagnée au bloc. De son côté, le docteur Ocon se prépare pour l'intervention. À quoi ça sert cette protection? Tout liquide peut être infecté, peut entraîner une infection, donc on se protège aussi. En moyenne, vous faites combien de césariennes par jour? En moyenne, 11, 12, en fonction des urgences. Et par mois? Dans le mois, on ne peut que multiplier que par pratiquement 20, parce qu'on travaille 7 jours sur 7. Donc si on multiplie pratiquement, on a 300, 280 environ. Comment est-ce que vous arrivez à tenir le rythme? C'est les sacrifices qu'on fait. C'est les sacrifices, c'est pas évident. On se donne à fond. Souvent, tu peux ne pas dormir, faire jusqu'à 12 interventions, rester arrêté à opérer toute la journée. Quand tu descends, tu es carrément lessivé, carrément truc, ça, tout ça. Mais quand tu sors et que tu as une satisfaction, le merci de la patiente, vraiment merci docteur, c'est le seul réconfort, c'est le seul remerciement. C'est ce qu'on attend, quoi. C'est un peu ça. C'est difficile, mais on s'attaque.
Pratiquement tous ceux qui font la gynéco, c'est parce qu'ils aiment. C'est l'amour du métier, c'est l'amour de la profession. En 2019, plus de 7000 naissances ont eu lieu dans cette maternité, dont 4700 par voie basse et 2600 par césarienne. Au bloc, tout est prêt. La patiente est installée. L'anesthésiste la prépare. Merci. Alors, c'est froid dans le dos. Docteur, qu'est-ce que vous faites là? Là, je lave le dos. Il fait d'abord un premier lavage. Parce qu'il faut qu'on pique dans un endroit qui est stérile. Donc, on lave bien le dos pour ne pas prendre des germes à l'extérieur pour envoyer ça dans le liquide. Donc, il faut que tout soit propre. Ah, vous allez faire quel type d'anesthésie? C'est une rachianesthésie. Une rachianesthésie est une anesthésie locale. Pour la réaliser, il faut installer le patient en position dos rond. Trouver la partie la plus facile à piquer entre les vertèbres du bas du dos et injecter lentement le produit. L'objectif est d'endormir la partie inférieure du corps. La patiente restera donc éveillée durant toute l'intervention, mais ne ressentira rien. Là, j'ai vous piqué, madame. Allez, on pique. Allez. Une injection très délicate. Si l'aiguille ne pénètre pas au bon endroit, la patiente risque la paralysie des membres inférieurs. Est-ce que vous sentez le fourmillement dans les jambes? Ça fourmille un peu? Ça commence. Ça commence à fourmiller. Voilà, ça c'est le signe que l'arachide a pris. Donc à un moment, il faudra plus lever la jambe. Le malade vous appartient, là. Une césarienne se réalise en moyenne en 30 minutes. La patiente est totalement consciente. Incision. En salle d'accouchement, Amenant est à terme. Mais son bébé se présente mal. C'est un cas d'urgence. Une césarienne est envisagée. Pour sa belle famille, cette solution est une catastrophe. Je suis venue avec ma collègue. Sinon, c'est pas le fait. Elle est venue avec sa collègue. Elle m'a Voilà, dit c'est pas qu'elle ne ici. veut pas de césarienne. Voilà, je ne voulais C'est pas là qu'on fasse que de je lui ai dit césarienne que parce que non. la césarienne, quand tu fais, c'est peut-être 2 ou 3 enfants seulement que tu peux faire. Au fait, c'est ça mon problème. Tu ne peux pas faire plus que ça. Mais on n'a pas le choix. Madame, je vous ai dit que c'est le diagnostic du médecin. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Okay. Pour convaincre Esther, la belle-sœur d'Amenant, le médecin de garde est obligé d'intervenir. La vie de l'enfant est en danger, il faut agir vite. On vient de l'examiner et l'évacuer pour souffrance fœtale aiguë. Effectivement, la souffrance fœtale, en fait, ça veut dire que le bébé ne reçoit pas d'oxygène. Donc, il faut le faire sortir rapidement. Donc, elle est arrivée, on a confirmé le diagnostic. Donc, il faut lui faire une césarienne pour faire sortir le bébé. Voilà, donc vous n'avez rien à payer, la césarienne est gratuite. On vous remet juste des papiers et vous allez aller chercher le kit. On peut faire l'intervention. Esther est désormais convaincue de la nécessité de l'intervention. Elle doit désormais acheter un kit comprenant tout le nécessaire pour le bon déroulement de l'opération. Hein? Je reviens. Hein? Ah. Mais attends, si tu as 15 000, il faut donner, il y a 5 000 ici. Hein? Vers on a 20 000, ils disent 20 000. Vers on n'a pas l'argent dans son sac là-bas, il faut lui demander. Ah, c'est que je suis obligé de passer à la maison pour revenir. Oui, on avait juste besoin de liquidité. Ce qu'on est venu avec est fini. Donc on va juste retirer l'argent et payer le kit. Les hésitations, le manque d'argent retardent considérablement l'opération. Esther et le mari d'Amenant sont stressés. Le kit enfin récupéré, ils se rendent à la salle d'opération. L'intervention peut désormais avoir lieu. Bonjour. Bonjour. C'est pour Kwame Amena. Kwame Amena. Oui. Qui est césarienne? Ils ne nous ont pas demandé. Sous le préau, toutes les familles des patientes attendent angoissées les résultats des différentes interventions. Le stress est palpable. Cela fait 45 minutes qu'Esther, le mari d'Amenant et leur premier enfant attendent, inquiets, la fin de l'intervention chirurgicale. Une sage-femme vient à leur rencontre pour récupérer le linge du bébé. Et au détour d'une phrase, Esther apprend la bonne nouvelle. Elle a accouché normalement. Oh, alléluia. Non, non. Non, mon drap. Hein? Drap avec pain. Où est ça?
Et pagne. Non, c'est bon. Tiens. Non, va acheter vite. Tiens, chérie. Finalement, on n'a pas fait la césarienne. Pourquoi tu es contente? Parce que ma maman a accouché normalement. Ah. Tu sais si c'est un petit frère ou une petite soeur? C'est une petite soeur. Elle a déjà donné le nom. Je suis contente. Et c'est quoi son nom que tu souhaites? Chancel. Finalement, votre femme a accouché par Wabas. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très content, sincèrement, je suis très content. Ce matin, j'avais peur pour tout ça. Dieu merci, par la grâce de Dieu. Les sont bien passés. Elle a accouché normalement, je suis très très content. Elle a fait une fille. Oui, elle a fait une fille. Une fille? Une fille, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Toute la famille est soulagée. Vous êtes contente, hein? Très. Très, c'était ma prière. C'était ma prière depuis là, dans l'ambulance. Je dis, hey, Seigneur, fais un miracle pour qu'elle puisse accoucher normalement. Et puis, Dieu nous a exaucés. Très émue, Esther peut enfin voir sa belle-sœur et sa petite nièce. Bon âge de ma chérie. Comment tu l'as fait? Tu es venue vieille déjà. Pardon, va pleurer. Ici, là, il y a tout. Il y a yaourt, il y a tout. Tu as bien mangé, bien dormi, bien te réveillé. Tu as compris? On te baptisé bébé Lulu. Alors, madame, bébé, enfin, on a bataillé quand le bébé est sorti. Dieu merci. Contente, il n'y a rien à dire. Vraiment, merci. Amenant, bien qu'épuisé, et après 6 heures d'observation, doit quitter l'hôpital. Pour des 6 heures là, si elle ne pouvait pas se déplacer pour venir ici, là, on n'allait pas la libérer. Mais comme elle s'est déplacée, elle est venue, ça va. On sent qu'elle n'a pas de vertige, elle n'a rien, elle se porte bien. L'état est bon, l'état général est bon, donc on peut la libérer, elle peut partir à la maison. Avec les conseils à l'appui. Tu t'en vas, on t'a cousu, on t'a pas cousu. Hein. Tu t'en vas, tu donnes à téter à bébé en même temps. Tu as commencé ici, non? Tu donnes à téter normalement sur 6 mois. Ne mélange pas l'enfant, tu peux mettre l'eau. Tu peux ne pas lui donner de l'eau, parce que dans le sein, il y a de l'eau, il y a tout dedans. Donc tu donnes le sein, uniquement le sein. Ça lui donne la force. L'enfant aussi va résister contre des maladies. Tu donnes, tu te laves. C'est tout, hein. Tu ne vas pas dire que non, on va dire ne pas laver bébé, tu peux laver bébé, tu peux tout faire. Une sortie autorisée sans même vérifier les constantes de la patiente. Après une observation approximative, rapide et quelques conseils de base, Amenant peut sortir. Une femme qui accouche par voie basse devrait être gardée en observation au minimum 48 heures. Mais par manque de moyens et de place, les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire ne peuvent respecter ces normes. Monsieur, vous venez de voir maintenant votre femme. Comment vous vous sentez maintenant? Je suis très content, très heureux. Du matin, là, j'avais beaucoup peur, mais maintenant, je suis content. C'est que ça s'est bien passé. Félicitations. Et le bébé, il est où? Maman m'a dit que c'était. Maman m'a dit qu'on venait te donner un bébé là. Elles sont pas encore sorties là. Donc, c'est qu'il faut aller signaler que le bébé là est là. En éducation, on ne pas là-bas. On peut aller voir. Maman pas là. Amenant et son mari sont si heureux qu'ils en ont oublié leur nouveau-né. À cause de vous, on était en train d'oublier le bébé, mais elle n'est pas oubliée. Hein. Non, moi, je n'ai pas oublié mon bébé. C'est la grande soeur qu'elle a là. Oui. Princesse. Non, tu ne peux pas prendre princesse. Attends d'abord, c'est pas une poupée. Hein. C'est bébé. C'est un beau. La petite famille, enfin réunie, peut rentrer chez elle. Retour au bloc. Nous retrouvons Gérard Ocon, le gynécologue obstétricien, et Sophie, enceinte de jumeaux. La césarienne est toujours en cours. Le premier bébé est sur le point de sortir. C'est une fille, G1, sexe féminin. Est-ce que vous sentez tout ce qu'ils font là? Non. Quelques secondes plus tard, un garçon suit. La maman est émue. Les jumeaux sont entre les mains des sages-femmes
et vont recevoir leurs premiers soins. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quand on arrive ici, on nettoie l'enfant, parce que l'enfant est plein de liquide. On nettoie l'enfant. Dès que l'enfant sort, c'est de voir si l'enfant va bien, s'il est bien coloré, si l'enfant pleure bien, si son par exemple est bon. Quand c'est pas bon, c'est pourquoi quand l'enfant sort, il faut qu'il y ait forcément une personne pour pouvoir être auprès de l'enfant pour réanimer l'enfant. Au bloc, le gynécologue procure les derniers soins à Sophie. Là, on a fini. On a vu que l'hémostase est parfaite. Donc, on va refermer tout ce qu'on a coupé. Et en combien de temps peut se faire la cicatrisation définitive? C'est 6 mois pour une bonne cicatrisation de l'utérus. Et pour l'ouverture externe au niveau de la peau? Oh, juste en 2 semaines. Elle aura déjà cicatrisé? Ouais. À partir de 2 pansements, 3 pansements, c'est déjà bon. Ok, merci. Merci à vous. 22h, dans la salle d'accouchement, derrière chacun de ces rideaux, des femmes sur le point d'accoucher. Dans le box du milieu, un bébé vient de naître et n'a pas crié. Il est immédiatement transféré en salle de soins. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le bébé n'a pas crié? Non, non, il n'a pas crié, il n'a pas bien crié. On va essayer de réanimer un peu. Souvent, on va essayer de désobstruer un peu. C'est ce qu'on appelle la minute d'or? Tout à fait. Le bébé est en vie, mais inconscient. Ses voies respiratoires sont obstruées par le liquide amniotique. Il respire donc difficilement et son pouls est faible. Les sages-femmes doivent procéder à la réanimation. Aspiration du liquide, massage cardiaque, ventilation. Après 20 minutes, le bébé est à nouveau conscient. Elle s'est retrouvée maintenant. Vous allez carrément redonner vie au bébé, parce que là, vous trouvez des douleurs. Oui, son appel est devenu bon. Et ça arrive très souvent, les bébés qui viennent en difficulté. Elles ont duré. Là-bas, elles ont vu n'importe quoi. Elles arrivent ici. Non seulement les contractions, ça va rapprocher, ils l'enfant souffre. Et puis, les tarifs, elles ne sont pas. Alors, François, vous recevez aussi cette formation-là pour les bébés, pour pouvoir les réanimer? Oui, on reçoit la formation, la réanimation du nouveau-né. On appelle ça la réanimation. Sage-femme, pédiatre, on reçoit la formation. Parce qu'en salle d'accouchement, vous voyez, on n'a pas de pédiatre. Donc, il appartient à la sage-femme dans les premiers moments de pouvoir réanimer le bébé. Et cet enfant-là va demander un suivi particulier, une assistance particulière? Oui, oui. Et ça peut durer juste les premières heures ou pendant longtemps? Non, on va l'observer d'ici 45 minutes à 1 heure de temps sous l'oxygène et puis voir l'évolution et puis l'adresser à un pédiatre. Mais 45 minutes plus tard, l'enfant semble toujours en détresse respiratoire. La nuit, aucun pédiatre n'est présent dans cette maternité. Alors, en cas d'urgence, il faut évacuer l'enfant. Vous allez partir bébé. Au CHU. C'est au CHU de Très Chéri que tu as eu là-bas. Vous allez partir au CHU de Très Chéri. Un pédiatre va voir le bébé. Et quand il est né, il a souffert un peu. Tu comprends, non? Il n'a pas trop pleuré, on l'a réanimé un peu. Mais il faut qu'un pédiatre le voie. N'ayez pas peur. Vous allez au CHU, voilà, ça va passer. Il y a de l'oxygène dans ton ambulance. Françoise, avec beaucoup de calme et de pédagogie, rassure la famille. Vous êtes parent de l'enfant? Ma petite soeur. Avec les expressions de la sage-femme, vous êtes rassurée ou vous êtes inquiète? Non, non. Je suis pas inquiète, on est rassurée. L'enfant est transféré en ambulance car il doit impérativement rester sous oxygène. Vous l'évacuez parce que vous avez une assurance qui va avoir une place là où ça va, c'est ça? On a appelé déjà. On a demandé. On a appelé.
Donc, On dit s'est qu'on peut leur- rassuré déjà qu'il y a... il y a une disponibilité de place, donc on dit qu'ils peuvent venir. Merci, madame. Merci, merci. Donc, allez-y, c'est juste voir et le diable va le voir et puis vous revenez. Il est minuit. Le calme est revenu dans la maternité. Un moment de répit pour les sages-femmes. Elles en profitent pour prendre leur premier repas de la journée. On a fait plus de voix basses que de césariennes aujourd'hui. On a combien de césariennes déjà? 9 voix basses. 9 voix basses. Et puis 4 césariennes. Sans compter les cas qu'on a gérés, les cas gynéco qu'on a gérés, qui sont rentrés, les femmes qui sont rentrées, qui sont venues pour des douleurs, il faut les gérer et puis elles vont rentrer. Manger à 16h, C'est lourd. presque 1h du matin, du lourd, c'est pas, ça n'aura pas d'impact sur la santé ou c'est comme ça. On a sacrifié notre santé pour nos femmes. Et c'est courir jusqu'au matin, donc on est bien obligé de manger. Épuisée par ses longues heures de travail, l'équipe médicale s'assoupit. Les bureaux font office de lit. Le lendemain matin, une jeune fille de 16 ans ayant accouché la veille prématurément s'apprête à sortir. Dernier conseil, dispensé par le gynécologue, le docteur Ocon. Tu as quel âge? Tu as 16 ans. Ok. Ta sœur, tu fais quelle classe? Tu es en 3e. Très bien. Docteur Sakou qui est là, on va te parler de la contraception. Hein? Pour pouvoir mieux d'abord aller à l'école après. Et puis mieux t'occuper de l'enfant. Donc il y a plusieurs méthodes de contraception. Elle va bien t'expliquer pour éviter que tu tombes enceinte à nouveau. Elle va te parler de l'implant, elle va te parler du stérilé, elle va te parler des comprimés, elle va te parler des injectables. C'est des méthodes, un d'abord pour toi, pour ton bien-être. Et puis pour l'enfant aussi. Et puis demain, pour continuer tes cours, pour aller à l'école continuellement. Hein? Donc, docteur Sakou, vous avez compris? Ok, donc elle va te parler de ça après. Si elle ne te parle pas de ça, avant que tu ne sautes, je vais te le mettre mon numéro. Conseiller un moyen de contraception aux jeunes filles mères, faire de la prévention sans jamais juger, un principe de base pour le personnel soignant d'un hôpital, sans quoi les conséquences pourraient être dramatiques. Nous, quand c'est comme ça, on ne blâme pas. On accepte. On dit non, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, mais pas t'inquiéter. Et nous, c'est un honneur pour nous qu'elle ait gardé cette grossesse. Parce que l'avortement est la 4e cause des décès maternels en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que très souvent à cet âge, 90% des personnes vont faire des avortements. Et c'est des avortements qui ne seront pas sécurisés. Ça ne sera pas fait dans un milieu où il y a des prestataires de soins compétents. Ce sera des avortements clandestins où il peut y avoir des complications, il peut y avoir des perforations, parce qu'elles ne vont pas venir à l'hôpital. Elles vont aller prendre des médicaments, elles vont aller prendre certaines choses pour pouvoir entraîner l'accouchement. Faute d'informations ou par tabou culturel, 23% des adolescentes âgées entre 15 et 19 ans auraient au moins un enfant en Côte d'Ivoire. C'est des cas qui arrivent. C'est des cas qui arrivent. Oui, je ne dirais pas fréquent. Il y a une réduction au fil du temps, au fil des années. On a une grande réduction des grossesses en milieu scolaire. On a remarqué que les personnes jeunes qui prennent une grossesse, le nombre de décès est plus important lorsque la personne atteint l'âge de 19 ans, de 20 ans. Donc on a plus de décès chez les personnes jeunes et chez les personnes âgées. Donc on appelle ça des extrêmes. C'est des femmes qui ont plus de 40 ans, des filles qui ont moins de 18 ans. Elles sont plus à risque de présenter des complications par rapport à celles qui ont 19 ans et 40 ans. Il est l'heure pour le docteur Ocon de se rendre au point hebdomadaire des gynécologues de la maternité. Comme chaque semaine, professeurs, chefs de service et docteurs se réunissent afin d'évoquer les difficultés rencontrées. Je vous ai dit, la contraception, là, moi j'ai le sentiment que c'est un échec dans notre service, où il a des au fond là. Normalement, quand on vient ici, là, on doit sentir. De toute façon, le VIH a pris pour toutes les malades, on dit elles ont été dépistées systématiquement, toutes les patientes là. Ça devait être, elles ont été sensibilisées, surtout celles qui sont éligibles. Mais vraiment, c'est pas passé, hein, qu'est-ce qui se passe? La sensibilisation. Non, voilà, oui. Bon, peut-être qu'ils vont dire la charge de travail, sinon tout le monde est éligible, hein, comme il a dit. Après l'accouchement, est-ce que vous sentez l'intérêt de cette planification familiale? Parce
que vous ne sentez pas l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe et puis systématiquement, ce n'est pas proposé aux malades? Pourquoi le VIH vous proposez et la contraception vous ne proposez pas? Ici, on se dit que dans nos conditions, une grossesse, c'est une ménage de mort. On va tout de suite penser au premier contact avec la patiente de lui proposer une contraception. Oui, les gens, pour des problèmes de religion, pour des problèmes de culture, refusent. Voilà, nous-mêmes, on ne fait même pas la proposition. Pourtant, pour le VIH, on a fait. Il faut faire attention. Hein. Quel est l'intérêt pour une femme qui vient d'accoucher ou toute autre femme d'appliquer systématiquement la contraception? Lorsqu'elle tombe enceinte rapidement, très souvent on a remarqué que le taux de décès des enfants qui naissent juste après un accouchement, c'est-à-dire que quand l'espacement n'est pas bien fait, il y a beaucoup de décès de l'enfant. Même la mère, lorsqu'elle prend une grossesse très rapprochée, il y a plus de décès chez ces mères-là. Donc il est important d'espacer les naissances pour que la femme puisse récupérer et puisse donner une meilleure éducation à cet enfant qui vient de naître là jusqu'à un âge pratiquement de 2 ans. Ce jour, l'objectif de la réunion est le recadrage des équipes. En 2019, la maternité de Port-Bouët a enregistré 298 décès maternels et 36 décès infantiles. De quoi inquiéter. Pour suivre les patientes et les sensibiliser à la contraception, il existe dans toutes les maternités de Côte d'Ivoire un service dédié. C'est le planning familial. Dans ce service, des femmes enceintes, mais pas que. La contraception, c'est tabou. Aïcha a pris rendez-vous avec l'accord de son mari. On t'a dit que les comprimés, on pense à tous les jours. L'heure, c'est toi qui choisis. Il ne faut pas oublier de prendre, parce que si tu as oublié, tu peux tomber enceinte. Tout ça, on t'a dit. Mais au cas où tu oublies, est-ce qu'on t'a expliqué comment tu vas rattraper ton comprimé et comment tu dois te comporter? On a dit quoi? Il a demandé, on a dit, s'il prend à 16 heures, s'il oublie, on a demandé à 16 heures, il prend les deux. D'accord. Mais moi, je vais rajouter un peu avant le lendemain à 16 heures. Tu vois, non? On a dit 16 heures. Tu as oublié parce que tu étais occupé. Et voilà qu'il est 18 heures. Si tu dis, ah, je viens de me rappeler, oh, j'ai pas pris mon comprimé, tu le prends. Ça veut dire que nous, on veut gagner du temps avant les 24 heures. Si les minuit, tu as dormi, tu t'es empissé, tu dis, ouh, depuis 16 heures, j'ai pas pris mon comprimé, tu te lèves, tu prends. Maintenant, si tu ne t'es pas rappelé jusqu'à 16 heures du lendemain, c'est en ce moment-là que tu prends un comprimé, celui d'hier, un comprimé, celui du jour, ça te fait 2 comprimés. Avec beaucoup de pédagogie, la sage-femme va lui expliquer comment prendre la pilule. Maintenant, je te donne tes comprimés, mais je vais marquer les débuts de ta prise. Où j'ai mis les points rouges là. On dit que c'est là, chaque fois que tu vas entamer ta plaquette, c'est là que tu commences. On est d'accord? Les règles peuvent venir comme ça peut ne pas venir. Si ça ne vient pas, c'est pas grave. Tu enchaînes. Et à ton rendez-vous, tu nous signales que, ah, tantôt, j'ai fini mes 2 plaquettes, mais les règles ne sont pas venues. Ou bien c'est venu, ça fait 1 jour. Parce qu'il faut qu'on sache aussi qu'en donnant la pilule, ça peut diminuer la quantité de sang et réduire le nombre de jours. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un problème tant que tu es sous contraception, précisément la pilule. Ça n'a pas d'incidence sur l'organisme? Bon, c'est la nature de l'incident qu'on souhaiterait savoir parce que quand on dit incident, il y a beaucoup de choses. Elles n'ont pas les règles. Dès qu'elles ont mal à la tête, c'est parce que je n'ai pas vu mes règles. Ça ne va pas ensemble. Donc on leur fait comprendre qu'elles peuvent avoir des bobos, c'est de se rendre chez un médecin, mais de signaler qu'elles sont sous contraception. Donc j'ai mis ton rendez-vous en rouge. Si tu pars que tu ne sais pas lire, ton mari sait que tu es là. En regardant, il voit la date et à l'approche, il te signale. Est-ce que vous recevez des hommes ici? Les jours ouvrables, les hommes ne sont pas très dispo à accompagner leurs femmes. Mais il y en a quelques-uns quand même. Ça permet à l'homme de comprendre beaucoup de choses et la femme de ne pas déformer l'information. Et du coup, l'homme est très ravi et il ne savait pas que les choses étaient bien et ça se passait très bien. Aïcha repart avec ses pilules. Chaque plaquette coûte 200 francs CFA. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir prendre des contraceptifs? Non, je n'ai pas tombé enceinte. Vous avez déjà des enfants? Oui. Combien? 4. Et vous avez quel âge? 29 ans, c'est ça. Vous voulez faire des enfants après encore? Bon, pour le moment, je ne pense pas. Selon le Programme national de la santé mère-enfant de Côte d'Ivoire, en 2019, le pays comptait plus d'1 million de nouvelles naissances. Nous retrouvons Françoise. Sa garde touche à sa fin. C'est le moment de faire le point sur les dernières 24 heures. Un domicile, c'est ça non? Ça fait 11 ans,
C'est césarienne, ça me fait 18 bébés. Comment vous vous sentez? Vous êtes satisfaite de la garde? Il n'y a pas eu de... Oui, nous sommes satisfaites. Il n'y a pas eu de difficultés majeures. Les mères vont bien, les bébés ainsi que les bébés. Donc nous sommes satisfaites. Dites-moi un peu, est-ce que ce travail n'a pas un impact sur votre vie familiale? Parce que vous êtes tout le temps là, 24 heures non-stop. Là, on a vu, vous n'avez pas eu le temps de regarder un peu votre téléphone. Et est-ce que ça n'impacte pas votre vie de famille? Non. Quand on est un bout de temps, on appelle. On n'est pas accroché au téléphone, mais on appelle quand même à la maison pour voir si ça va à la maison. Les enfants vont bien. Et quand on rentre, c'est 3 jours de repos. Donc, on bénéficie de ces 3 jours-là avec les enfants. Voilà, récupérer un peu. Et puis, reste passer le temps avec les enfants. Et les enfants, mais quand on rentre, maman, tu as fait combien de bébés? Tu as fait combien d'accouchements? Ils comprennent déjà, voilà, ils comprennent déjà. Tu as eu combien ici? Ils diraient, voilà. Tu as fait combien? J'ai une. Elle veut devenir sage-femme aussi comme maman? Non, elle n'a pas encore dit ça. Non. Mais elle s'intéresse? Elle s'intéresse, oui, elle s'intéresse beaucoup. Elle s'intéresse à tout ce qui est accouchement, tout ce qui est bébé et tout. Alors que Françoise est sur le point de conclure sa réunion, une agréable visite la surprend. Le bébé évacué d'urgence la veille pour difficultés respiratoires est de retour. Il allait manger là-bas. Il allait manger là-bas. Comme il est là-bas, il a pleuré. Alors bien sûr, rester ici, et c'est ce qu'on a dit au la salle. Tout ce que Dieu fait. J'ai vu qu'on a évacué hier soir. Tout ce que Dieu fait. Il est parti, il est revenu, on dit ça va. Puis la sage. Oui, le il a des couleurs, on le voit Et comment vous vous sentez, les tatas? Je suis contente d'être très heureuse. On est émus, on dit merci vraiment à la sage. Merci à Dieu aussi. Elle a vraiment pris soin du bébé. Elle a vraiment travaillé. On lui dit encore vraiment merci. Que vraiment le Seigneur se souvienne d'elle lorsqu'elle aura besoin aussi de quelqu'un dans ces moments. Allez-y à la pharmacie là. Dites qu'elle a accouché, on va mettre le ticket de sortie, ce qui va vous permettre de sortir. On met simplement un ticket de n'importe pour revenir. Alors, quand il y a ce genre de situation là, comment vous vous sentez? Nous sommes contentes. Très émues, comme elle me le dit. Ça nous fait plaisir, une satisfaction. On a gagné. Le bébé est conduit à sa mère qui, 24 heures après son accouchement, peut enfin le prendre dans ses bras. Selon le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, en 2016, la Côte d'Ivoire enregistrait 614 décès maternels pour 100 000 naissances et 38 décès infantiles pour 1000 naissances. Des statistiques qui peinent encore à baisser. Bonsoir, Dr Cissier. Bonsoir, Eliane. Alors, merci de nous recevoir au sein de la maternité de l'hôpital général de Port-Bouët. Vous êtes le directeur de cet établissement hospitalier et l'actualité sanitaire mondiale est marquée par la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, nous nous tenons à 1 mètre, vous et moi. Alors, mais quelles conséquences cette pandémie a sur la maternité? Cette conséquence est vraiment grave parce que cette pandémie peut prendre tout le pays et le monde entier. On a vu qu'en Chine, ils ont pu résoudre le problème. C'est qu'ici, on peut faire de même. Il suffit seulement de respecter les règles d'hygiène. Se laver les mains, se tenir à 1 mètre, comme on le fait tout à l'heure. Quand on n'a pas de masque surtout. Quand on a un masque, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'a pas de masque, il faut être à 1 mètre l'un de l'autre. Se laver les mains, éviter de porter les mains à la bouche et aux yeux et au nez. Éviter de s'embrasser, de se saluer en se tenant les mains, éviter de se toucher en général. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de précautions particulières pour la femme enceinte? Pour la femme enceinte, c'est la même chose qu'il faut faire. Oui. Il faut éviter de toucher les autres. La femme enceinte peut éviter d'avoir beaucoup de visites en général. Éviter d'avoir de contacts avec les autres personnes. Et c'est protégé aussi comme tout citoyen ici à Abidjan. Donc, c'est valable tant pour la femme enceinte que toute la population. Tout le monde. Alors, docteur, cette maternité est dite de niveau 2. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette appellation? Niveau 2, parce qu'on a tout le matériel et même un bloc opératoire pour, au cas où l'accouchement se passe mal, qu'on doit partir au bloc opératoire, le bloc opérationnel pour pouvoir la prendre en charge. Alors, comment être de niveau 2 sans un pédiatre la nuit et il peut y avoir des conséquences graves après un accouchement?
Bien sûr qu'il n'y a pas de pédiatre au niveau de la maternité la nuit, mais le pédiatre, il est là, mais il est d'astreinte. Dès qu'il y a un problème, on l'appelle, il vient automatiquement à l'hôpital et il résout le problème. Est-ce qu'il ne devrait pas être dans la salle ou pas très loin de la salle d'accouchement? Parce qu'on a vu pendant le reportage certaines difficultés qui ont été rencontrées par les sages-femmes. Il y a toujours un pédiatre, il y a toujours un chirurgien, il y a toujours un médecin au service d'urgence à l'hôpital général de Port-Bouët. Alors, selon des chiffres officiels, les femmes qui ont entre 25 et 34 ans sont les plus touchées par les décès maternels. Comment vous expliquez cela, cette tranche d'âge? Parce qu'elles ne respectent pas les normes, parce qu'elles ne respectent pas ce qu'on leur demande de faire. Il faudrait qu'elles viennent en CPN. Qu'elles viennent Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? CPN, c'est venir au premier jour où vous sentez que vous n'avez pas vos premières règles, vous partez en consultation prénatale pour avoir les informations qu'il faut pour pouvoir suivre votre grossesse. C'est la seule raison? C'est la seule raison. Quelles sont les causes des décès infantiles? Parce qu'on a l'impression que cela ne décroît pas, les chiffres sont un peu alarmants. Alors, quelles sont les causes de ces décès infantiles? C'est toujours le non-respect des consignes données. Si ces femmes-là venaient à temps à l'hôpital, elles venaient à temps en CPN, qu'on leur donnait les consignes, qu'elles respectaient les consignes, on n'aurait pas de décès infantile. Alors, si vous avez un message à ce niveau à transmettre ou à lancer aux femmes enceintes, quel serait ce message? Il faudrait que ces femmes-là viennent à l'hôpital au plus tôt, qu'elles viennent prendre les informations qu'il faut pour sauver leur bébé, pour se sauver elles-mêmes. Parce que quand elles ne viennent pas tôt, il y a toujours des problèmes à la fin. Comment se fait-il qu'en 2020, on voit encore des femmes qui soient deux sur un lit ou parfois à même le sol, alors que parfois elles saignent et il y a des risques de contamination? Est-ce que vous avez un problème de lit, de capacité d'accueil? Qu'est-ce qui se passe? Particulièrement ici à Port-Bouët, on a eu la délocalisation de la maternité du CHU de Treichville ici à Port-Bouët. Oui. Du coup, nous sommes passés aux activités d'un CHU. On partait au début à 51 interventions par mois. Oui. Actuellement, où je vous parle, nous sommes à plus de 600 interventions par mois. Combien? Plus de 600 interventions par mois. 600 interventions par mois? Par mois. Du coup, les activités ayant grimpé, il faudrait aussi que les lits d'installation ou les lits où on reprend les malades après aussi augmentent. Ça fait quand même 3 ans, si je ne m'abuse, que la maternité du CHU de Treichville a été délocalisée ici. On parlait de quelques mois, mais au bout de 3 ans, la situation elle est la même. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité ou un appel aussi à lancer pour la question de la capacité d'accueil? Est-ce que vous êtes aussi en nombre suffisant au niveau du personnel? Au niveau du personnel, oui. Vous êtes en nombre suffisant? En nombre suffisant parce que le CHU de Treichville est là. On a des assistants, on a des maîtres de conférences, on a des professeurs, on a des gynécologues, on a des anesthésistes. Au niveau du personnel, il y en a. C'est au niveau de la capacité d'accueil. Et là, le ministre nous a promis de nous faire augmenter la capacité d'accueil qui va se faire très bientôt. En tout cas, nous espérons que cette promesse sera tenue pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Toujours dans ce cadre, on se rend compte qu'il y a très souvent des poches de sang qui manquent. Les femmes sont en demande. Pourquoi cette pénurie de sang? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette pénurie de sang est due au fait que la population ne donne pas son sang. Le sang n'est pas un produit qu'on fabrique, c'est un produit qui doit être donné par son prochain. Et quand vous donnez votre sang, vous sauvez une vie. Et la population ne donne pas souvent son sang. Il y a des sangs, le sang O négatif est le sang le plus recherché. Oui. Mais la population ne donne pas son sang, c'est quand ils ont besoin qu'ils viennent demander le sang. Et en plus, vu le fait que les activités se sont accrues à l'hôpital de Port-Bouët, oui, la capacité de sang a aussi grimpé. Et comme dans l'ensemble, il n'y a pas assez de sang au niveau de l'Institut de transfusion sanguine, oui, il y a toujours des moments où on a des problèmes de sang. J'arrive à juguler ça avec le DG de l'Institut de transfusion sanguine. Alors, de quel budget bénéficiez-vous pour mener à bien cette mission et surtout vous occuper de la santé de la mère et de l'enfant? On a un budget de 64 millions, oui, au niveau du BGE, oui, et on a un budget autour de 200 millions au niveau des ressources propres. Il est suffisant? Il n'est pas suffisant. Alors que faut-il? Il faut travailler encore plus. Ce qui veut dire concrètement? Ici, faire beaucoup de recouvrements. Et puis au niveau de l'État, que l'État augmente le budget alloué à l'hôpital général de Port-Bouët qui travaille comme un CHU actuellement, vu l'augmentation des activités. Docteur, dans le reportage, nous avons assisté à une réunion du corps médical qui souhaite en réalité sensibiliser sur le planning familial.
Y a-t-il un risque réel de mortalité maternelle en cas de non-espacement des grossesses? Bien sûr. Pourquoi? On nous dit planning familial, c'est le plan qu'on fait pour la famille, l'espacement des grossesses et des naissances. Donc, quand le corps d'une dame a eu un bébé il y a 2 jours, elle ne peut pas en même temps enchaîner pour faire un autre bébé. Il vaut mieux attendre, il vaut mieux faire le planning pour espacer les naissances pour ne pas que cette dame-là, le corps de cette dame-là ait des soucis pour qu'on puisse avoir la dame pour la prochaine grossesse. Alors, est-ce qu'au-delà du planning familial, est-ce qu'on peut savoir, par exemple, quel serait le temps d'espacement qui serait recommandé? Recommandé, c'est 2 ans entre 2 bébés. 2 ans entre 2 bébés. Ouais. Alors, s'agissant de la contraception, docteur, il y a encore des croyances ou des tabous. Manifestement, c'est très compliqué pour de nombreuses femmes. Elles se cachent parfois pour venir au planning familial. Comment les convaincre? Si on veut se mettre sur la base de la tradition, on ne pourra pas évoluer. Il faudrait que la tradition lâche un peu, qu'on parte à l'essentiel. Si vous ne suivez pas le planning, vous avez des problèmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la tradition, elle demeure, c'est vrai, mais on allie aussi la médecine, je dirais, moderne à la médecine traditionnelle. Alors, vous avez quand même un message très fort à faire passer à ces femmes. Bien sûr. C'est dire à ces femmes de faire l'effort de venir à l'hôpital, de venir en CPN, pour venir écouter les informations qu'il faut, suivre ces informations-là pour avoir la bonne vie pour elles et pour les enfants. Un message pour les maris, les époux, parce que parfois ces femmes se cachent, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, docteur? Les maris et les époux doivent mettre balle à terre, comme on le dit, pour que ces dames-là puissent respecter les espacements au niveau des accouchements. Il y a plusieurs méthodes à mettre en route pour éviter d'avoir des enfants avec un espace très court. Donc, ces maris-là doivent venir avec leurs femmes au niveau du planning familial pour écouter les conseils qui seront donnés, pour qu'ils puissent se mettre ensemble avec la femme pour pouvoir suivre les espacements de grossesse avec la femme. Certaines femmes se tournent encore vers la méthode traditionnelle. Et non le planning familial en guise de contraceptif, alors que leur efficacité n'est pas prouvée. Un commentaire, docteur. Un commentaire, c'est qu'elles font faux chemin. Il faudrait qu'elles reviennent à l'hôpital. À l'hôpital, il y a l'expérience qui est et il y a plus de recul au niveau de l'hôpital pour montrer les preuves de l'efficacité de ce qu'on fait en planning familial. Il vaut mieux qu'elles reviennent toujours au planning familial pour apprendre à pouvoir espacer les naissances de leurs bébés. Docteur, pourrait-on un jour en Côte d'Ivoire parler de maternité sans risque? Bien sûr. Comment y arriver? On peut y arriver parce que si ces dames-là prennent attache avec les hôpitaux, avec la maternité, la CPN, elles ont toutes les informations qu'il faut. Et si elles suivent ces informations, il n'y a plus de risque. On pourra avoir une maternité sans risque. Alors, vous êtes persuadé, alors que par exemple, on l'a vu dans le reportage, au bout de 6 heures d'observation, une jeune mère, elle doit quitter l'hôpital, alors qu'il peut y avoir une hémorragie ou un retour de couche, alors que normalement, c'est entre 24 et 48 heures. Oui, ça se fait après 6 heures, quand le médecin, ayant examiné tous les paramètres et ayant été sûr de ce qu'il n'y aurait pas de retour de couche et tout ça, c'est à cet instant-là que le médecin prend la responsabilité. C'est le médecin et non la sage-femme? Si, c'est le médecin qui donne l'ordre à la sage-femme de donner l'information à la dame. D'accord. Pour libérer cette dame-là au bout de 6 heures. Alors, je vous remercie, docteur Cissé, de vous être prêté à nos questions. Merci. Merci à l'équipe de 52 minutes pour comprendre, qui a permis à la population de comprendre ce qu'on fait ici à l'hôpital. On est d'un niveau 2, mais on fonctionne comme un CHU. Les médecins et les sages-femmes ici à l'hôpital font l'effort d'aider les mamans. On fait l'effort de les encadrer. On fait l'effort d'avoir le sang qu'il faut pour pouvoir les sauver. On fait l'effort d'éviter qu'il y ait des morts ici à l'hôpital au niveau de la maternité, au niveau des enfants. C'est cet effort-là qu'on fait tous les jours. On ne dort pas. On appelle des fois le DG à 3 heures du matin, il répond et il fait venir le sang. On arrive à pouvoir juguler ces problèmes-là dans le temps. Donc, on redemande encore aux dames de venir en CPN dès les premières menstrues qui n'arrivent pas pour pouvoir venir prendre les informations qu'il faut pour éviter les décès maternels et infantiles en Côte d'Ivoire. Merci, docteur, pour cette sensibilisation et bien sûr de vous être prêté à nos questions. Le personnel médical au sein d'une maternité doit certes faire preuve de psychologie et de patience, mais il a également besoin de matériel et de moyens adéquats
pour la prise en charge de la mère et de l'enfant. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce magazine. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro inédit de 52 minutes pour comprendre, qui sera consacré au Centre d'accueil La Croix-Bleue, qui est une ONG d'utilité publique et qui lutte contre les différentes formes d'addiction, dont celle à la drogue. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou son site internet www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez connectés sur la RTI 1 pour la suite de ces programmes et surtout, respectons tous les consignes qui ont été données pour combattre le coronavirus. Lavons-nous les mains. Restons à 1 mètre comme nous l'avons été, le docteur Cissé et moi-même. Portons le cas échéant un masque ou des gants. Et bien sûr, si vous toussez, on tousse dans le coude. Et c'est très important parce que ce coronavirus, il doit sortir de la Côte d'Ivoire, il doit sortir de l'Afrique, il doit sortir du monde pour une population et une humanité saine. Bonne soirée à tous et nous sommes engagés tous dans ce combat.